.tv. Bonjour, merci de choisir France 3 à l'heure de l'information en région. Cette journée particulière. Vous voyez, hors de nos studios, nous sommes ici en direct de la Nièvre à Saint-Brisson pour un gros plan sur le Morvan et le brouillard se lève pour que vous puissiez profiter au mieux du paysage. Le Morvan, c'est un peu notre point commun en Bourgogne. Il est à cheval sur les 4 départements. C'est une forêt, c'est un parc naturel régional, donc un atout pour le tourisme vert. Et nous allons nous demander si le massif du Morvan peut être un territoire de solutions capable de soulever des montagnes grâce au cadre de vie, à l'activité liée au bois, à la gastronomie aussi. Nous irons à la rencontre de celles et ceux qui ont à cœur de développer et de préserver notre poumon vert. Si je vous dis Morvan, bien sûr, c'est un nom bien connu des touristes, même si ce n'est pas une région, ce n'est pas un département. Depuis 55 ans, c'est un parc naturel régional, un label synonyme de développement du tourisme et la garantie d'un environnement respecté. Avant de revenir sur son histoire, carte postale du Morvan en chiffres et en images avec Vincent Tollet. Le Morvan, c'est d'abord un massif montagneux très ancien, 900 mètres pour son point culminant, le Haut-Folin. 50 km de large, 100 km de long, forêt, eau et prairies dominent. Historiquement, le Morvan est une région pauvre. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le bois de flottage expédié vers Paris fournira du travail à des générations. Le Morvan était aussi réputé pour ses nourrices, très appréciées dans les riches familles parisiennes, une réputation qui fera du territoire une terre d'accueil pour des milliers d'enfants de l'assistance publique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'exode rural s'accentue et la désertification guette. En 1970 s'est créé le parc naturel régional du Morvan. Aux confins des 4 départements bourguignons, il s'étend et compte aujourd'hui 133 communes et 68 000 habitants. L'exploitation de la forêt et l'élevage bovin sont des activités économiques majeures, rejoints désormais par le tourisme. Chaque année, Vézelay accueille 900 000 visiteurs, le lac des Sétons 400 000. Le territoire attire aujourd'hui de nouveaux habitants, mais pas assez pour enrayer le déclin de sa population. L'un des défis avec celui du changement climatique que doit relever le parc. Et avec moi, Caroline Darroux, bonjour. Bonjour. Ethnologue, vous dirigez la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, située pas très loin d'ici, à Hanau. Quand on parle du Morvan, l'origine, elle est un peu floue, l'origine du nom, Morvan avec un D ou sans D. Le Morvan, c'est quoi finalement? C'est avant tout une montagne? Alors le Morvan, c'est une moyenne montagne. C'est ce qui le caractérise, je pense, pour plein de choses. Et pour ce qui est du nom, c'est encore pas très clair, hein. Il y a des linguistes qui ont travaillé dessus, des historiens. Il y a eu plein de traductions qui ont été proposées, mais enfin, il n'y a rien qui a vraiment été arrêté. Ce qui est certain, c'est que c'est cette montagne un peu bleutée qu'on voit quand on arrive de partout, que ce soit de la Nièvre, de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire ou même de Lyon. Alors, petite montagne, pas montagne de ski, moyenne montagne. Montagne, territoire hostile, ça veut dire? C'est pas forcément territoire hostile, c'est surtout territoire qui nécessite, au moment de la mécanisation, par exemple, des outils adaptés. Parce que c'est plus complexe à cause de la pente, donc un système économique qui ne va pas être le même que sur les plaines, et donc un système social qui va en découler, qui va aussi être différent. Donc c'est vraiment la pente qui va déterminer, je pense, le caractère de ce qui va faire l'unité de ce territoire de moyenne montagne. Ces contraintes qui ont poussé à une époque les ouvriers à quitter leur Morvan pour aller travailler ailleurs. On va dire à une époque, c'est le développement des usines et du système industriel aux abords du Morvan et dans les territoires de plaine qui ont donné envie aux personnes qui étaient plutôt dans le milieu de l'agriculture, qui leur ont donné envie de venir à l'usine en leur promettant une vie meilleure, avec de l'argent. Parce que quand on vivait paysan dans le territoire de moyenne montagne, on n'avait pas forcément d'argent. On avait de quoi manger, on avait de quoi échanger, mais pas forcément d'argent. Que l'usine, c'était un progrès, en fait, pour les personnes qui vivaient dans le Morvan. Est-ce qu'on peut dire que le tourisme a tout changé ? Je ne pense pas que le tourisme ait tout changé. Je pense que, par contre, il y a une vision politique dans les années 70. Le fait d'être classé parc naturel, ça change quand même beaucoup de choses. C'était un choix politique, en fait. C'est-à-dire que politiquement, des élus ont choisi de considérer ce parc naturel régional du Morvan
comme étant ce qui montrerait les valeurs, les atouts, les intérêts de ce territoire et donc des possibilités de se développer par le tourisme, mais pas que. Et la crise Covid a un peu accéléré les choses, on en reparlera tout à l'heure. La crise Covid nous a permis de voir arriver beaucoup de personnes qui, je pense, ont été très angoissées en milieu urbain. Et effectivement, énormément de maisons se sont vendues à ce moment-là. Et aujourd'hui, je pense que vraiment la sociologie du territoire a changé. Ouais. Merci beaucoup. On va en parler avec des habitants nouveaux arrivants dans quelques minutes. Si je vous dis séjourner dans le Morvan et pourquoi pas s'y installer justement à temps plein. Prenons deux exemples emblématiques de ces nouveaux arrivants, ces nouveaux habitants. D'abord des citadins venus vivre au vert et lancer leur activité dans le tourisme. Et puis un retraité hollandais qui s'est rapproché de son pays ici. Rémi Chiden, Sophie Aymar. Sur les pentes du Haut-Folin, Stéphane Boniface et Émilie Ducrot louent des hébergements insolites. Installés depuis maintenant 4 ans, ils ont trouvé ici le lieu idéal. On cherchait un endroit qui soit dépaysant, qu'il y ait aussi un attrait touristique. Et le fait qu'on soit sur un terrain propice au développement du tourisme, qui est Bibracte à côté, ça nous a aidés aussi. Pourtant, il y a quelques années, ils ne connaissaient pas le Morvan. Mais fin 2020, alors qu'ils préparent leur nouveau projet professionnel, ils tombent sur une annonce pour une maison. Quelques mois plus tard, ils quittent leur région grenobloise sans regret. On a pris nos enfants, nos poissons, nos chats, nos poules et on est arrivé en plein hiver dans cette région qui est magnifique. On est tellement bien, on est dans un havre de paix, on est un peu dans une bulle. Voilà, on se sent protégé par l'environnement. Le calme et en fait on apprend petit à petit la sérénité, ce qu'on n'avait pas quand on habitait proche d'une ville. À une 50aine de kilomètres de là, c'est aussi le hasard qui a attiré Henny Ribink. Ce retraité néerlandais vit en France depuis les années 80. Il y a 3 ans, il cherche à quitter le sud-ouest pour se rapprocher de son pays natal. Je suis arrivé avec le camping-car là, sur le lac là, derrière moi et je suis resté. Je n'avais pas envie de repartir ailleurs, quoi. Après quelques mois au camping, cet ancien agent immobilier décide d'acheter une maison. À 77 ans, il a encore des projets plein la tête, comme celui d'ouvrir un petit musée autour du cirque. Je pense que pour l'instant, ça me convient ici, oui. Oui. Mais en vieillissant, on ne sait pas. Il paraît que le service à la maison et tout ça, ça fonctionne bien ici. Mais il manque toujours le docteur et puis le dentiste, toujours. S'installer pour quelques années ou pour toujours, 2 histoires parmi d'autres qui montrent que le Morvan est bien une terre d'accueil. Et avec nous, 2 Morvandiaux au chapeau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bruno Quiroaz, vous êtes installé dans le Morvan, à Ouro-Morvan, depuis 3 ans. On peut dire que vous êtes, allez, on le dit, on balance, on vend la mèche, vous êtes un parigot Morvandio. Un parigot, un néo, ouais, c'est ça, on appelle ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la crise Covid. Ah, la crise Covid, oui, moi, on venait depuis longtemps dans le Morvan, voir des amis. Et pendant le Covid, on a eu l'opportunité de trouver une jolie maison. Et effectivement, on l'a acheté, et voilà. Et donc maintenant, j'y suis tout le temps. Et à côté de vous, le cas inverse, Pierre Marchand, vous êtes né dans le Morvan, vous êtes revenu travailler pour reprendre une entreprise familiale, Cyride, travail du bois ici à Goulou, pas très loin de Saint-Brisson où nous sommes en ce moment. Mais il a fallu, à un moment donné, un peu quitter votre terre quand même pour les études. C'est une difficulté quand on est né dans le Morvan, on ne peut pas faire d'études supérieures. Alors, je ne sais pas si c'est une difficulté, parce que c'est toujours bien d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, là, en l'occurrence, je suis revenu ici, donc vous connaissez la réponse. Elle est très bien ici. D'ailleurs, la pluie aide à avoir une belle herbe bien verte ici. Oui, on se plaint aujourd'hui parce qu'on aurait voulu un petit rayon de soleil, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments qui font que c'est un poumon vert. Exactement, oui. Donc non, je suis très content d'être venu par choix travailler ici. J'ai eu aussi cette opportunité avec mon papa avec qui je travaille. Et pour rien au monde, j'aurais changé de chemin. Bruno, vous, quand vous arrivez, vous êtes dit, je pose mes valises, et vous vous engagez aussi dans la vie locale, dans des associations notamment? Oui, c'était un moyen de rencontrer des gens. Je connaissais le pays, je connaissais la région, je connaissais les arbres, etc. Mais pas les gens. Et pour rencontrer les gens, je me suis investi dans les associations, Ouro en Fête, qui est l'équivalent du comité des fêtes. Et là, évidemment, on rencontre tout le monde, tous les gens qui font des choses dans le village.
et puis aussi les acteurs locaux, la mairie, les cantonniers, enfin tous les gens avec qui on travaille pour faire des choses en fait. Et là j'ai rencontré plein de gens et tout s'est mis en place, quoi. On a fait une chorale, on va au karaoké tous les dimanches, enfin tous les mois, on se retrouve, donc oui, ça va vite. Pour quelqu'un de jeune comme vous avez des enfants, des 2 filles je crois, qui sont jeunes aussi. Il y a toutes les commodités ici dans le Morvan, on peut trouver tout ce qu'il faut en activité? Ah oui, les filles font du cirque, de la flûte traversière, bientôt de l'accordéon, moi-même je fais de la trompette. Donc, et puis il y a un dynamisme culturel local, finalement à 20 minutes de chez vous, où que vous soyez dans le Morvan, vous pouvez avoir des activités, que ce soit culturelles et du dynamisme, comme l'évoque Bruno dans les associations, qui sont très nombreuses. Et puis un mot sur votre activité, c'est le travail du bois. Là aussi ça se porte bien en ce moment, le bois du Morvan va bien? Le bois du Morvan va plutôt bien, oui. On a la chance d'avoir du bois, du résineux dans le Morvan qui permet d'être travaillé pour faire de la charpente notamment, du bardage. Donc on séquestre beaucoup de carbone grâce au travail de ce bois. Et il fait partie d'ailleurs du dynamisme économique local, oui, réellement. Merci d'être venu nous parler de votre vie ici, tous les deux. Justement, notre région est si boisée, c'est en partie grâce au Morvan. Plus d'un tiers du département de la Nièvre est couvert de forêt. Un enjeu économique et écologique entre résineux et feuillus. Sapin de Noël à court terme, meubles ou charpente à plus longue échéance bien sûr. Morvan, une terre précieuse, c'est avec Alexandre Lenaour et Guillaume Robin. Presque perché dans les nuages, culminant pour certains à plus de 40 mètres de hauteur. Dans ce groupement forestier de 540 hectares au cœur du Morvan, un arbre prédomine, le Douglas. Importé des États-Unis dans les années 60, cette essence de résineux grandit ici, en monoculture. Ici, on est sur un cloisonnement d'exploitation. C'est un endroit qui sert à faire passer les engins forestiers pour ne pas abîmer le sol dans la globalité. Lorsqu'on fait des éclaircies avec du matériel, ça permet aux engins de débardage de passer pour sortir le bois et le mettre bord de route. Tous les 5 à 7 ans, près de 15% du peuplement est abattu. Des éclaircies jugées nécessaires pour améliorer la qualité de ce dernier et de sa ressource qui servira de bois d'œuvre. Une intervention humaine qui permet aussi à d'autres essences, feuillues notamment, de trouver une place dans l'écosystème. Ça permet aux plus jolis arbres d'avoir plus de lumière et donc de profiter. Ça amène de la lumière au sol, ce qui permet également aussi, on voit toutes les essences feuillues telles que le hêtre, le charme, le merisier, le chêne, et aussi au Douglas de se régénérer et donc d'avoir de la diversité. Le terreau fertile du Morvan, couplé à la bonne résistance du Douglas aux épidémies, conduisent certains à le surnommer l'or vert du Morvan. En 20 ans, le prix du mètre cube de Douglas a plus que doublé. Alors si la monoculture est parfois pointée du doigt pour ses coupes rases et ses conséquences sur le paysage, cet exploitant se défend. Il ne s'agit que d'un stade éphémère. Au bout d'une dizaine d'années, vous voyez quasiment plus les stigmates d'une coupe définitive. Par contre, le stade de la monoculture, il se verra certes plus longtemps. Et c'est vrai que c'est davantage monotone qu'une forêt adulte, mais c'est en quelque sorte un peu l'adolescence de la forêt et un passage obligé pour avoir davantage de bois d'œuvre pour satisfaire les besoins des consommateurs. Dans le Morvan, le Douglas représente aujourd'hui à lui seul près d'un arbre sur 5, une proportion en constante augmentation et encore amenée à s'accroître dans les prochaines décennies. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de Saint-Brisson pour ici 12-13, en direct donc du Morvan pour un gros plan sur ce territoire. Et nous sommes avec Olivier Schorsch. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le parc naturel régional du Morvan. On vient de parler de bois. Le bois, c'est forcément les sapins de Noël. Quand on en parle vu d'ailleurs, d'ici, c'est un peu notre carte d'identité vu de Paris ou d'ailleurs. Il y a d'autres façons d'en parler du Morvan, par exemple avec un label qui vient. La bonne nouvelle, c'est d'hier, c'est tout frais. Un label Réserve internationale de ciel étoilé, qu'est-ce que c'est? C'est un grand bonheur, c'est une grande satisfaction. Ce sont des années de travail qui nous auront permis, très récemment, hier, d'être labellisés, d'être la 5e réserve française qui couronne en quelque sorte la qualité de notre ciel étoilé. C'est-à-dire que la nuit, ici, il n'y a pas de pollution lumineuse. La pollution atmosphérique nous permet d'avoir une luminosité de notre ciel d'une catégorie assez incroyable. Et ça vient compléter tout le travail que l'on mène sur un parc naturel régional, c'est-à-dire effectivement du vivant, des gens qui y vivent, qui y travaillent, qui se développent, et jusqu'au ciel.
Ces labels, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Est-ce que les touristes qui viennent ici sont conscients de venir dans cet écrin de nature? Il va venir forcément compléter quelque chose. Voilà, c'est un tout. On travaille pour le tout. On travaille pour nos biens communs dans ce Morvan. Et le ciel étoilé en fait partie et ça va forcément nous aider à préserver notre biodiversité, mais également à être peut-être aussi une force d'attrait supplémentaire pour permettre à des gens de venir aussi sur notre territoire exceptionnel. Il y a toutes les clés ici à Saint-Brisson pour comprendre ce qu'est le Morvan. Le mieux, c'est de résider aussi. Quel tourisme visez-vous? Êtes-vous prêt à accueillir un tourisme de masse? Un tourisme qui permet aussi de prendre appui et support sur la qualité de notre territoire. On veut qu'il soit préservé, mais on veut également le valoriser. On veut en faire quelque chose qui, dans 50 ans, sera toujours aussi qualitatif. Voilà, ça c'est l'objectif que l'on a pour ce territoire. Et le tourisme doit s'intégrer dans cette démarche. Il y a du travail aussi pour la rénovation du bâti. Il y a beaucoup de vieux monuments, de vieilles bâtisses dans le Morvan. Vous visez parfois l'énergie positive même pour certains bâtiments. On a cette vocation pour 2035 d'être territoire à énergie positive. Mais comme vous l'avez dit très justement, ça veut dire d'être aussi majeur dans notre capacité à produire une énergie locale, mais aussi d'œuvrer sur l'amélioration, la sobriété énergétique de nos bâtiments. Et là, c'est un vaste défi. Énorme défi, très certainement encore plus important que le ciel étoilé. C'est un appel à quoi? Aux propriétaires de maisons, propriétaires privés? C'est un appel à tout le monde. C'est ça l'intérêt d'un parc, c'est d'avoir la possibilité de s'entourer de tout le monde et de travailler ensemble. Nous n'avons pas de pouvoir de police. Nous n'avons qu'une force de persuasion qui est celle de la pédagogie. Faire connaître le Morvan, c'est aussi par exemple des produits locaux. Vous travaillez sur pas mal de choses, sur la châtaigne, sur les serres à l'ancienne. Oui, c'est également de marquer de notre empreinte sur les éléments de circuit court. Tout ce qui fait sens au niveau de notre culture, de notre patrimoine et qui permet de s'intégrer dans cet objectif de triptyque de développement économique, mais également de développement sociétal et environnemental. Et donc, comme vous l'avez dit, on a eu la cabrache, vous en parlerez dans quelques minutes, mais nous avons aussi les serres à l'ancienne, la châtaigne, tous des éléments qui nous permettent aussi de nous projeter dans quelque chose qui nous différencie. Qu'est-ce qu'il y a comme céréales, par exemple, qu'on pourrait cultiver à nouveau? Le seigle qui était une céréale particulièrement importante sur ce territoire. Donc voilà, on ne va pas non plus avoir la possibilité d'inventer des choses, mais de retravailler sur ce qui a pu exister, et peut-être le mettre au jour, et surtout pour le projeter pour l'avenir. On est un territoire d'avenir, ça c'est aussi important. Ça veut dire quoi, territoire d'avenir? Ça veut dire que cette différenciation, elle nous permet aussi de nous exposer vis-à-vis des défis de demain, avec bienveillance et collectif. Merci beaucoup Olivier Georges. Merci. On va se demander que rapporter justement, souvenir du Morvan, des photos bien sûr, l'envie d'y revenir. Et en souvenir gastronomique, il y a le jambon, le fromage, on en parlera tout à l'heure avec des productions relancées. Le vin, c'est en projet. Et bien sûr, le miel du Morvan aux saveurs de printemps avec le pissenlit. C'est un plaisir 100% nature que nous présente Alice Bouton et Ziden Berkous. Le Morvan et son élixir qui régale nos papilles. Et ça a l'air gourmand ça. Ah, c'est assez gourmand, ouais. Ah, il est bon. Tout un travail pour ces ouvrières. Sur les marchés du parc naturel, l'or des abeilles, c'est un peu la star. Une douceur qui fait le bonheur et la fierté des locaux. Beaucoup de miel sur la tartine. Beaucoup de miel. Après avoir mis beaucoup de beurre, même pas de cholestérol. Pas de Morvan sans miel. Ça fait partie du terroir. Au printemps, en Bourgogne, le miel de pissenlit est à l'honneur. Un nectar très spécial que ces apiculteurs récoltent en plein cœur de la vallée. Oh, on est pas mal. Ouais, il est magnifique. Ouais. C'est le Morvan. Ouais, le Morvan. Ouais. À 100%. Il y a les premiers nectars qui sont rentrés. Ces passionnés perpétuent tout un savoir-faire. Ils sont la 3e génération d'une grande famille fascinée par la création de ce délicieux liquide. L'abeille va sur le pissenlit, elle récolte de l'eau sucrée finalement, qu'elle déshumidifie et par mastication nous donne le fameux or jaune qu'on apprécie tant dans nos cuillères qu'est le miel. Petit plaisir du quotidien, il faut bien goûter son produit. Non, sent bien le pissenlit sûr. Quand on achète un pot de miel, oui, faut retrouver ce goût-là. Voilà, il y a un terroir, il y a une flore qui est présente. Et c'est donc l'heure de passer à table avec du fromage en compagnie de Pauline Trimoulinard. Bonjour. Bonjour.
productrice donc dans le Morvan. Alors là, on va parler du Morvan un peu plus version nord. Tout au nord, c'est ça. Vous êtes à Magny? À Magny, à 5 minutes d'Avallon à peu près. Donc le Morvan de Lyon, vous avez 60 brebis. Expliquez-nous, le Morvan, donc ces produits, il y a notamment la cabrache. Qu'est-ce que c'est que la cabrache? La cabrache, c'est le fromage du Morvan, si je puis dire. C'est une démarche qui a été initiée par le parc en 2019, qui a regroupé un collectif d'une dizaine de producteurs laitiers. Et on a tous travaillé ensemble pour mettre en œuvre un fromage propre au Morvan qui représente bien notre territoire. Quel que soit l'endroit où on le trouve, c'est le même fromage? Pas tout à fait. En fait, on suit un cahier des charges en amont en commun qui reprend les valeurs du parc par rapport à la préservation des prairies, de l'environnement, du bien-être animal. Et on suit aussi une fabrication, un type de fabrication commun avec un format commun pour qu'au niveau visuel, ça se regroupe. Mais toutes nos cabraches sont différentes puisqu'on peut en avoir, moi, soit au lait de brebis, au lait de vache ou au lait de chèvre. Et on les trouve où alors ces fromages? Dans les grands magasins? Non, pour le moment, c'est essentiellement vraiment en circuit court très local, parce qu'on est tous des petites fermes. Après, le but, c'est de pouvoir proposer la cabrache vraiment partout dans le Morvan et au-delà du Morvan. Mais là, pour le moment, c'est essentiellement chez les producteurs, sur les marchés. Voilà. Le Morvan et vous êtes revenus sur cette terre du Morvan, celle de votre grand-père? C'est ça. Moi, je suis originaire du Loiret, pas très loin, mais j'ai toujours adoré passer mes vacances chez mon grand-père. Et c'était une évidence pour moi, après mes études, de revenir et faire perdurer la ferme familiale. Et c'est viable, c'est rentable, on peut s'en sortir comme ça quand on est jeune productrice? Oui, moi, personnellement, c'est ma 6e année. Et les gens nous réclament la cabrache du Morvan. C'est vraiment un produit d'appel qui, économiquement, peut nous faire vivre. Moi, je fais d'autres produits à côté, mais j'ai investi pour vraiment développer ce produit-là. Et votre petit coin du Morvan, si on peut vous donner un itinéraire à faire, vous allez où quand vous allez vous balader en partant de Magny? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour conseiller? Eh ben, il faudrait redescendre tout le Morvan pour vraiment voir tous les coins qui sont différents. Moi, je suis vraiment tout en haut et j'ai d'autres producteurs qui sont tout en bas du côté de... j'ai plus le nom en tête, mais vraiment tout en bas du Morvan et... Il faut traverser le Morvan. Voilà, il faut faire la carte de tous les producteurs de fromage. Oui, voilà. Et sillonner le Morvan du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les cabraches pour savourer toutes les saveurs du territoire. Et la cabrache qu'on trouve aussi dans les restaurants, vous disiez. Oui, moi j'ai quelques restaurateurs qui m'en prennent sur le Vézélien. Et voilà. Ben voilà. Et puis ici, si on veut des infos aussi sur ce qui se passe au niveau gastronomique, à Saint-Brisson, à la Maison du Morvan, vous allez trouver toutes les infos nécessaires. Voilà pour ce premier tour d'horizon du Morvan. Nous reparlerons bien sûr de ce secteur ce soir dans Ici 19-20 avec Elsa Bezin. Venons-en à l'essentiel de la